Bienvenue à Simo University. Je suis Landry Simo, scientifique de l'esprit, philosophe du cœur et fondateur de Simo University, cette université pour les enfants. Donc aujourd'hui, mes chers amis, je vais vous parler d'un sujet crucial. L'école, c'est un endoctrinement. Je vais vraiment vous poser une question qui me hante depuis des années. Que se passe-t-il quand l'école, censée être le sanctuaire du savoir, devient une usine à conformisme et à endoctrinement? Que se passe-t-il quand ce lieu qui devrait nourrir la curiosité et la pensée critique commence à détruire l'innocence de nos enfants? Je vais être honnête avec vous. Cette question, je ne peux plus l'ignorer. Pas en tant que père, pas en tant que scientifique, et certainement pas, mais alors, point du tout, en tant qu'être humain. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui me brise le cœur. L'état de notre système éducatif. J'en ai déjà parlé, je vais en parler encore. Un système qui, sous prétexte de modernité, expose nos enfants à des idées et des pratiques qui les éloignent de leur essence, de leur bien-être, de leur avenir. Dans cette vidéo, nous allons aller au cœur du problème. Nous allons d'abord voir ce que l'éducation devrait être historiquement, philosophiquement et même scientifiquement. Je vais vous montrer pourquoi l'école a été conçue pour émanciper les esprits et comment elle a été détournée de cet objectif noble, ma foi. Ensuite, nous plongerons dans des exemples concrets de ce qui se passe aujourd'hui, hein, des idéologies imposées dans les salles de classe, des programmes qui sexualisent les enfants dès le plus jeune âge, et même des événements qui n'ont absolument rien à voir avec l'école, avec l'éducation. Mais tout ceci avec manipulation. Enfin, nous finirons par quelque chose de vital, ce que nous, en tant que parents, nous pouvons faire pour protéger nos enfants de cette machine à conformisme, à endoctrinement, à manipulation. Donc, restez avec moi jusqu'au bout, car la partie la plus importante est à la fin de cette vidéo. Je vais partager des outils concrets basés sur les neurosciences et sur la psychologie cognitive pour aider vos enfants à devenir des penseurs indépendants dans un monde qui veut les rendre dociles. Vous ne voulez pas rater cette partie. Vous savez, hein, parler de ce sujet n'est pas facile pour moi. Il y a des nuits où je me réveille en sueur, en pensant à mon propre fils, et je me demande, mais suis-je en train de faire assez pour lui? Est-ce que je le protège vraiment de ce système? Et la vérité, c'est que j'ai peur. Mais cette peur, je la transforme en action. Parce que je refuse de rester silencieux pendant que nos enfants sont sacrifiés sur l'autel de l'idéologie. Laissez-moi commencer par une vérité fondamentale. L'éducation, dans sa forme la plus pure, est une quête de liberté. Depuis l'Antiquité, les grands philosophes ont vu l'éducation comme le moyen de libérer l'esprit humain des chaînes de l'ignorance. Aristote disait en l'éducation est l'outil par lequel l'homme devient ce qu'il est destiné à être. Mais si Aristote voyait nos écoles aujourd'hui, je pense qu'il serait horrifié. Historiquement, l'éducation a été conçue pour élever l'esprit humain. Si on prend l'exemple des Lumières, cette période où les esprits brillants comme Rousseau, comme Kant et Voltaire ont défié les dogmes de leur époque, Rousseau, dans son livre Émile ou Telle éducation, nous dit que l'enfant doit être éduqué selon sa nature, pas selon les attentes de la société. Mais aujourd'hui, que faisons-nous? Nous forçons les enfants à entrer dans des moules rigides, à penser comme le système veut qu'ils pensent, et non comme, eh bien, leurs esprits curieux les poussent à penser. Même les révolutions industrielles qui ont remodélé l'éducation moderne avaient un but plus noble. Les premières écoles publiques étaient destinées à enseigner des compétences pratiques, à ouvrir les portes de la connaissance aux masses populaires. Mais à mesure que le système éducatif ont été, on va dire, institutionnalisés, ils sont devenus des outils de contrôle. Dans les années 1800, les industriels comme Andrew Carnegie aux États-Unis ont financé des écoles non pas pour émanciper les enfants, mais pour en faire de bons ouvriers. Le message était clair. Apprenez à lire, à écrire et à obéir. Et ce schéma continue aujourd'hui, mais sous des formes plus insidieuses. L'école n'est plus seulement une machine à produire des travailleurs, elle est devenue une machine à produire des conformistes. Les enfants ne sont pas encouragés à poser des questions ou à remettre en cause les dogmes. Non, point du tout. Ils sont formés à accepter ce qu'on leur dit, à ne jamais remettre en question l'autorité. Mais prenons l'exemple concret. L'éducation de nos jours met de plus en plus l'accent sur des idéologies qui n'ont rien à voir avec l'apprentissage traditionnel. Dans plusieurs pays occidentaux, les programmes scolaires introduisent des cours sur
l'identité de genre dès la maternelle. Alors que ces enfants devraient apprendre à lire, à écrire, à jouer librement. On leur demande de réfléchir à des questions existentielles pour lesquelles ils n'ont pas encore la maturité émotionnelle, il faut le dire. Et est-ce vraiment ce dont ils ont besoin à cet âge-là? Et ceci n'est pas un hasard. Cette intrusion dans l'éducation a des objectifs très clairs. Elle crée une génération d'enfants confus, plus faciles à manipuler. C'est de la psychologie basique, hein. Un esprit confus est un esprit contrôlable. Et si vous ne vous croyez pas, regardez l'histoire. Chaque régime autoritaire, de l'Allemagne nazie à la Chine maoïste, a utilisé l'éducation pour remodeler l'esprit des jeunes et donc les rendre plus loyaux au système en place. Mais ce n'est pas tout. Regardez ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui. En Californie, par exemple, certains districts ont organisé des drag queen shows dans des écoles primaires. Je n'ai rien contre l'art ou l'expression personnelle, mais quel est le but d'introduire de tels spectacles dans des écoles? Quel message cela envoie-t-il aux enfants? Puis encore, dans certains endroits, il y a eu des cas où on a demandé aux enfants de participer à des exercices sur la sexualité dès l'âge de 5 ans. Est-ce ça l'éducation? Ou est-ce une tentative de normaliser des comportements déviants qui auraient autrefois été jugés inacceptables? Et ce qui me terrifie le plus, c'est que ces choses sont souvent présentées comme des progrès. Mais quel genre de progrès? On vous dira que cela aide les enfants à être plus ouverts, plus tolérants. Mais à quel prix? À quel moment avons-nous décidé que sacrifier l'innocence d'un enfant était un progrès? Laissez-moi vous donner un exemple personnel. Avant de devenir père, je voyais personnellement ces problèmes de loin, comme un spectateur impuissant. Mais maintenant, tout a changé. Quand je regarde mon fils, je vois un esprit pur, un esprit curieux, avide de savoir. Et l'idée qu'un jour il pourrait être exposé à ces influences me remplit de peur. Mais cette peur, je la transforme en action, je la transforme en résolution. Je refuse qu'il devienne une victime de ce système. Et ce n'est pas seulement mon fils. Ceci concerne vos enfants également. Nos enfants, ils méritent tous mieux. Ils méritent une éducation qui nourrit leur esprit, qui cultive leur curiosité et qui les prépare à devenir des individus libres et responsables, pas des pions dans un jeu qu'ils ne comprennent même pas. Quel est le but d'enseigner les coups de masturbation à des enfants à la maternelle? Maintenant que nous avons posé les bases historiques et philosophiques de ce que l'éducation devrait être, il est temps de plonger dans le cœur du problème, ce que nos écoles sont devenues aujourd'hui. Parce que la vérité, mes amis, est qu'il ne s'agit pas d'erreurs ou même d'accidents. Tout ce que nous voyons aujourd'hui dans les systèmes éducatifs est intentionnel. Il est planifié. Et pire encore, ces changements ont des conséquences désastreuses, je dis bien désastreuses, sur les enfants. Mais commençons par un fait qui, à lui tout seul d'ailleurs, devrait vous choquer. Dans de nombreux pays, des cours d'éducation sexuelle, des cours de masturbation sont désormais imposés à des enfants dès l'âge de 5 ans. Oui, à 5 ans. À cet âge, ils devraient apprendre à jouer, à rêver, à explorer le monde qui les entoure. Mais au lieu de cela, on leur impose des discussions sur des concepts qu'ils ne peuvent même pas comprendre. Aux Pays-Bas, par exemple, en Allemagne, par exemple, des programmes introduisent des discussions sur la sexualité dès la maternelle. L'intention affichée est de normaliser ces sujets et ainsi d'éliminer des tabous. Mais soyons honnêtes, est-ce vraiment ce dont nous avons besoin? Est-ce vraiment ce dont nos enfants ont besoin à l'âge de 5 ans? Ou est-ce une manière insidieuse de briser leur innocence pour mieux les contrôler, pour les sexualiser plus facilement? Regardez en France la multiplication des cas d'agression sexuelle entre les enfants. Mais ça, personne n'en parle. Ce sont des conséquences directes, à mon avis, de la destruction de l'innocence des enfants. Ces gens devraient tous aller en prison. Ces lois devraient immédiatement être bannies. Ça me révolte. Et ce n'est pas limité à un seul pays. En Californie, des écoles ont organisé des ateliers où des enfants de 7 ans ont été encouragés à explorer les différentes façons de s'exprimer sexuellement. Mais qu'est-ce que c'est que cela? En Grande-Bretagne, ici, des parents ont découvert que leurs enfants apprenaient à questionner leur identité de genre dès l'âge de 5 ans. Ces programmes sont souvent mis en œuvre sans consultation préalable ni même consentement des parents. Et si vous allez poser des questions, vous êtes immédiatement étiqueté comme intolérant, comme rétrograde. Mais arrêtons-nous un instant pour réfléchir ensemble. Pourquoi ces changements sont-ils si agressivement imposés? Pourquoi nos gouvernements semblent-ils si déterminés à introduire ces concepts dans l'éducation? La réponse, mes amis, elle est toute simple. C'est une stratégie de contrôle. Vous brisez l'identité d'un enfant quand vous le remplissez de confusion, vous créez un individu qui sera plus tard incapable de résister à l'autorité.
C'est une vieille technique de manipulation. Diviser pour mieux régner. Et ici, ils divisent nos enfants en eux-mêmes. Cela peut sembler exagéré, mais regardez les exemples historiques, hein. En Chine, sous Mao Zedong, les écoles ont été utilisées pour endoctriner les jeunes. Les enfants apprenaient à dénoncer leurs propres parents. Imaginez cela, le dénoncer leurs propres parents s'ils déviaient de la pensée correcte. Dans l'Allemagne nazie, le régime d'Hitler a créé des jeunesses hitlériennes pour former une génération loyale au régime dès le plus jeune âge. Et aujourd'hui, nous voyons des parallèles troublants. Ce n'est pas aussi direct, bien sûr, mais c'est plus subtil, plus insidieux. Mais le résultat est le même. Des enfants qui sont des individus euh, sans boussole, qui sont des pions. Prenons un exemple qui, personnellement, me met en colère. Vous allez aux États-Unis, dans certains districts scolaires, des drag queen shows, je l'ai dit, hein, ont été organisés pour que des enfants d'âge primaire regardent ces événements. Ces événements sont financés par des associations qui sont censées promouvoir l'inclusivité et la diversité. Mais à quel moment avons-nous décidé que des spectacles sexualisés étaient appropriés pour des enfants? À quel moment avons-nous oublié que l'enfance est un sanctuaire qui doit être protégé? Imaginez un instant que ce genre d'événement ait eu lieu il y a de cela 50 ans. Il y aurait eu un tollé. Mais aujourd'hui, cela est présenté comme progressiste. Si vous osez parler, alors, vous risquez d'avoir des problèmes. Et ce ne sont pas seulement les écoles. Regardez les médias, regardez les plateformes comme YouTube, comme TikTok, où des contenus sexualisés sont facilement accessibles sur les sites Internet. Même pour les plus jeunes, des algorithmes conçoivent des plateformes pour capturer l'attention des enfants et donc ainsi les exposer à des idées qui ne sont pas adaptées à leur âge. C'est une attaque coordonnée, une machine bien huilée, qui vise à modeler l'esprit de nos enfants dès le plus jeune âge. Et voici ce qui est encore, à mon sens, plus effrayant dans toute l'histoire. Les parents qui osent s'opposer à ce système sont punis. En Allemagne, par exemple, l'instruction à domicile est illégale, complètement illégale. Si vous refusez d'envoyer vos enfants à l'école, vous risquez une amende. On va perdre la garde de votre enfant. En France, des lois récentes ont également rendu l'éducation à domicile beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que les gouvernements savent que les enfants qui sont éduqués en dehors du système échappent à leur contrôle. Et cela, ils ne peuvent pas le tolérer. Maintenant, je vous invite à regarder aussi l'influence des grandes entreprises. Vous allez aux États-Unis, des entreprises comme Disney intègrent des thèmes controversés, hein, dans leurs films pour enfants. Ces choix ne sont pas accidentels, ils reflètent des décisions prises par des conseils d'administration et des investisseurs. Des investisseurs, donc des gens qui n'ont aucun lien avec vos enfants, mais qui décident de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent, et donc de la manière dont ils pensent. Et moi, en tant que père, je me sens souvent impuissant face à tout cela. Je regarde mon fils et je me dis, comment puis-je le protéger? Comment puis-je m'assurer qu'il, eh bien, ne sera pas victime de ce système? Et parfois, je me sens coupable de ne pas en faire assez. Mais cette culpabilité, je la transforme en action. Parce que je refuse de laisser ce système gagner, pas avec mon fils et pas avec vos enfants non plus. Nous avons vu comment le système éducatif, hein, moderne a été détourné de son but originel et comment il expose nos enfants à des influences nocives sous couvert de progrès et même de modernité. Mais, mes amis, l'heure n'est pas à la résignation. Si l'histoire nous a appris une chose, c'est que chaque génération a le pouvoir de changer le cours des choses. Et cette bataille, nous devons la mener pour nos enfants, car leur avenir dépend de nos choix, des choix que nous faisons aujourd'hui. Donc pour commencer, laissez-moi vous rappeler que l'éducation a toujours été un champ de bataille idéologique. Regardez Platon, hein, par exemple, dans La République, hein, le fameux livre, il nous avertissait déjà que celui qui contrôle l'éducation contrôle l'État. Dans son idéal de cité juste, il proposait une éducation rigoureusement contrôlée destinée à former des leaders éclairés. Mais Platon savait aussi que l'éducation pouvait devenir un outil de manipulation si elle tombait entre les mauvaises mains. Et aujourd'hui, nous vivons cette réalité, un système qui, eh bien, ne forme plus les esprits libres, mais des esprits conformes. Donc, il faut absolument reprendre le contrôle sur l'éducation de nos enfants. Alors, comment inverser cette tendance? La première étape, c'est de comprendre que l'éducation ne doit pas être déléguée entièrement à l'école ou même aux États. Comme le disait Confucius, apprendre sans réfléchir est vain. Réfléchir sans apprendre est dangereux. Je suis complètement d'accord. Nos enfants ont besoin d'une éducation qui combine le savoir et la pensée critique, et cela commence à la maison.
Il faut créer des environnements d'apprentissage à la maison. L'éducation ne commence pas à 8 heures du matin dans une salle de classe. Elle commence dans votre salon, autour de la table de dîner. Engagez vos enfants dans des discussions. Posez-leur des questions qui les poussent à réfléchir. C'est vraiment essentiel. Pourquoi penses-tu cela? Quels sont les arguments opposés? Ces conversations, aussi simples qu'elles puissent paraître, construisent les bases d'une pensée indépendante, qui, ma foi, est vraiment essentielle. Il faut également introduire des textes classiques. Saviez-vous que les grandes œuvres littéraires et même philosophiques, souvent oubliées dans les écoles modernes, sont des outils puissants pour développer une réflexion? Des œuvres comme Le contrat social de Rousseau ou même les Confessions de Saint Augustin permettent aux enfants plus âgés de comprendre des concepts comme la liberté, la justice et même la responsabilité individuelle. Même des livres pour enfants comme Le Petit Prince contiennent des leçons profondes sur la vie et les relations humaines. Il faut également apprendre vos enfants à lire très tôt. Vous pouvez utiliser la science pour personnaliser l'éducation de vos enfants. Les neurosciences nous apprennent que chaque enfant a un style d'apprentissage unique. Il y a des débats là-dessus, mais bon, je ne vais pas entrer dans le débat. Certains sont visuels, d'autres sont auditifs et d'autres encore sont kinesthésiques. Mais les écoles, avec leur méthode uniforme, ignorent souvent ces différences. Mais à la maison, vous pouvez adapter l'apprentissage aux besoins spécifiques de vos enfants, à leurs préférences. Par exemple, si votre enfant est visuel, utilisez des vidéos éducatives et même des cartes mentales. Si votre enfant est plus auditif, essayez les podcasts ou même les discussions interactives. Également, il faut protéger nos enfants des influences nocives. Parce que l'éducation à la maison ne suffit pas. Nous devons aussi les protéger des influences extérieures. Comme l'a dit Hannah Arendt dans La crise de la culture, chaque génération, dans sa nouveauté radicale, est un miracle que l'on doit protéger contre ce monde. Mais ce monde aujourd'hui inclut des médias de masse, les réseaux sociaux et même les écoles elles-mêmes. Les écoles. Donc, il faut absolument filtrer le contenu numérique. Nos enfants vivent dans un monde où les écrans sont omniprésents, mais tous les contenus ne sont pas égaux. Prenez le temps d'examiner ce qu'ils regardent. Posez-vous des questions simples. Qui a produit ce contenu? Quel est son objectif? Si une vidéo ou même une émission ne respecte pas vos valeurs, les valeurs que vous voulez inculquer à vos enfants, mais n'ayez pas peur de la bannir. Souvenez-vous, la liberté d'accès ne signifie pas que tout est bon pour eux. Deuxièmement, il faut encourager une consommation médiatique active. Au lieu de simplement interdire, apprenez à vos enfants à analyser ce qu'ils consomment. C'est vraiment crucial. Par exemple, si une publicité promet un bonheur instantané grâce à un produit, demandez à votre enfant, mais pourquoi crois-tu qu'ils veulent que tu achètes cela? Que se passe-t-il si tu ne l'achètes pas? Ces exercices, aussi simples soient-ils, transforment les enfants en consommateurs critiques. Troisièmement, il faut éloigner les environnements toxiques. Si votre école locale introduit des programmes ou même des activités qui, je vais le dire comme ça, ne correspondent pas à vos valeurs, vous avez le droit, en tant que parent, de dire non. Cela peut signifier toute une autre école ou même envisager l'instruction à domicile. Oui, cela demande des sacrifices, mais qu'est-ce qui est plus important que la santé mentale et même la santé morale et l'intégrité de vos enfants? Il faut impérativement former des esprits libres et non des conformistes. Il est crucial d'armer nos enfants avec les outils intellectuels pour naviguer dans ce monde complexe. Comme le disait Socrate, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Nos enfants doivent apprendre à poser des questions, à chercher des réponses par eux-mêmes, et donc à ne jamais accepter une vérité simplement parce qu'elle vient d'une figure d'autorité. Voici trois pratiques simples mais puissantes que vous pouvez introduire dès aujourd'hui à la maison. Commençons par l'art du débat. Organisez des débats à la maison sur des sujets variés, laissez vos enfants choisir un côté et défendre leur position. Cela apprend non seulement à réfléchir, mais aussi à articuler leurs idées de manière claire, de manière persuasive. Deuxièmement, il faut penser à l'écriture critique. Demandez-leur de tenir un journal où ils notent leurs réflexions sur le monde qui les entoure. Pourquoi une décision politique les affecte-t-elle? Que pensent-ils d'un événement qu'ils ont, on va dire, vu au journal? Ces exercices développent leur capacité à penser indépendamment. Et troisièmement, l'exposition à des idées variées. Il ne faut absolument pas limiter leur lecture ou même leurs expériences à ce en quoi vous croyez, à ce avec quoi vous êtes d'accord. Exposez-les à des perspectives différentes.
même opposés. Expliquez-leur pourquoi vous êtes en désaccord, mais laissez-les tirer leurs propres conclusions. C'est vraiment crucial. Sinon, vous feriez vous-même de l'endoctrinement à la maison. Mes amis, je sais que tout cela peut sembler accablant, mais souvenez-vous que chaque petite action compte. Chaque conversation, chaque livre, chaque moment passé à écouter, à guider vos enfants est une pierre dans la construction de leur avenir. Et avant de conclure, je veux vraiment partager avec vous une image. Imaginez un enfant, le vôtre peut-être, assis dans une salle de classe, entouré de messages qui, eh bien, ne lui ressemblent pas, qui ne respectent pas ce qu'il est. Cet enfant, s'il n'est pas guidé, risque de se perdre dans ce monde de confusion. Mais maintenant, imaginez ce même enfant à la maison, en train de poser des questions, en train d'apprendre, en train de grandir. Ce que vous faites aujourd'hui peut transformer cet enfant en un adulte fort, résilient, libre, indépendant. Alors la question est simple. Que choisiriez-vous? Que choisirez-vous de faire pour vos enfants? Parce que leur avenir commence maintenant et avec vous. Je vous remercie.